Le téléphone de Robert Tremblay sonna pour la 15e fois en l'espace de 20 minutes. Sa main tremblait tandis qu'il tenait l'appareil, et la voix à l'autre bout de la ligne était un tourbillon de rage en mandarin qu'il ne pouvait comprendre. Les mots se bousculaient comme des vagues furieuses, et il ne pouvait distinguer que quelques chiffres, des montants qui sonnaient terrifiants, menaçants. Le contrat avec les investisseurs chinois s'effondrait sous ses yeux, et il n'avait personne, absolument personne pour le sauver à ce moment. Son traducteur officiel avait démissionné la nuit précédente, excédé par les horaires impossibles et le stress des négociations de plusieurs millions. Les 3 autres interprètes qu'il avait contactés ne répondaient pas à ses appels. C'était vendredi après-midi, et le lundi matin, il devait présenter l'accord final ou perdre 200 millions de dollars. Avant de continuer, écrivez en commentaire de quelle ville vous nous lisez. Profitez de l'histoire. Aux 32 étages de l'immeuble Tremblay Global, la climatisation bourdonnait d'un froid artificiel qui contrastait avec la chaleur suffocante du désespoir. Robert arpentait son bureau, ses chaussures de designer résonnant sur le marbre poli, chaque pas un rappel du monde de luxe qu'il avait bâti et qui menaçait maintenant de s'effondrer. Son assistante, Marcella Bouchard, une femme de 40 ans en tailleur de créateur et au regard calculateur, l'observait depuis l'encadrement de la porte, avec un mélange d'inquiétude feinte et de satisfaction à peine dissimulée. Elle attendait depuis des années qu'il échoue, qu'il commette une erreur suffisamment grande pour que le conseil d'administration le remplace, de préférence par elle. Pendant ce temps, 27 étages plus bas, dans le hall de l'immeuble, Danielle Dubois venait d'entrer en poussant son chariot de livraison. Elle portait l'uniforme orange de livraison rapide, taché de sueur après avoir monté et descendu des escaliers pendant 8 heures d'affilée. Son sac à dos thermique pesait sur ses épaules, rempli de documents urgents et de petits colis qu'elle devait livrer avant 18 heures. Elle avait 26 ans, mais les cernes sous ses yeux la faisaient paraître plus âgée. Elle n'avait pas bien dormi depuis des semaines. Les nuits, elle les passait à s'occuper de sa mère, qui luttait contre une maladie rénale, nécessitant une dialyse 3 fois par semaine. L'assurance maladie ne couvrait qu'une fraction des dépenses annexes, et Danielle travaillait 3 emplois différents pour maintenir sa famille à flot. Danielle vérifia sa liste de livraison sur son téléphone portable, à l'écran fissuré qu'elle avait acheté d'occasion. 32 étages. Bureau de Robert Tremblay. Documents urgents d'un cabinet d'avocats. Elle soupira et se dirigea vers les ascenseurs, passant devant les fontaines décoratives et les plantes exotiques qui coûtèrent probablement plus que son salaire d'une année entière. Les gardes de sécurité la regardèrent avec ce mélange d'indifférence et de mépris que les gens riches réservent à ceux qui les servent. Elle y était habituée. Elle montra sa carte d'identité de livreuse, signa le registre des visiteurs et attendit que son accès soit autorisé. L'ascenseur était une capsule de verre et d'acier inoxydable qui s'élevait silencieusement, lui montrant la ville s'étendant en dessous comme une carte de lumière et d'ombre. Danielle se regarda dans les parois miroirs de l'ascenseur et ressentit une pointe de honte. Ses cheveux bruns étaient attachés en une queue de cheval désordonnée, quelques mèches s'échappant et collant à son front en sueur. Son uniforme orange était 2 tailles trop grand, hérité d'un collègue qui avait quitté son emploi. Mais ce n'étaient pas les vêtements qui lui faisaient le plus mal. C'était le regard que les gens lui portaient, comme si elle était invisible, comme si elle n'existait pas au-delà de sa fonction de livrer des colis. Ce que personne dans cet immeuble ne savait, ce que personne à son travail ne savait, c'est que Danielle Dubois possédait un don que très peu de personnes au monde avaient. Elle pouvait parler 6 langues couramment, non pas parce qu'elle avait fréquenté des écoles coûteuses ou des universités prestigieuses, non. Danielle avait appris les langues de la manière la plus ancienne et la plus authentique, par nécessité, par survie, par pure curiosité insatiable. Quand elle était enfant, sa mère avait travaillé dans des maisons de famille d'expatriés, nettoyant et cuisinant pour des diplomates et des hommes d'affaires en rotation dans la ville. Danielle l'accompagnait après l'école, et pendant que sa mère nettoyait les sols et repassait les chemises, elle s'asseyait dans les cuisines, écoutant des conversations en anglais, français, mandarin, allemand. Elle avait une mémoire photographique que son institutrice avait remarquée, mais qu'elle n'avait jamais pu développer parce qu'il n'y avait pas d'argent pour l'éducation spécialisée. Alors Danielle avait appris seule, écoutant, répétant, mémorisant des motifs et des structures grammaticales tout en triant le linge sale. Au secondaire, quand d'autres adolescents sortaient faire la fête, elle restait éveillée jusqu'à l'aube, regardant des films sous-titrés, téléchargeant des applications linguistiques gratuites, suivant des chaînes YouTube de professeurs enseignant depuis des pays lointains. Le coréen, elle l'avait appris en s'obsessionnant avec les drames asiatiques pendant un été particulièrement solitaire. L'italien était venu plus tard, quand elle avait travaillé 6 mois dans une pizzeria,
tenue par un immigrant napolitain qui lui enseignait des expressions pendant qu'elle faisait la vaisselle. Mais personne ne le savait. Sur son CV de livreuse, il n'y avait pas de place pour indiquer la maîtrise de 6 langues. Seul importait qu'elle puisse conduire une moto, porter 20 kg et effectuer les livraisons à temps. L'ascenseur s'arrêta au 32 étages, avec un doux ding, qui semblait trop élégant pour le moment. Les portes s'ouvrirent, révélant un couloir avec une moquette crème, des murs en verre dépoli et de l'art contemporain que Danielle ne comprenait pas, mais qu'elle devinait coûter des fortunes. Elle se dirigea vers la réception, où une secrétaire au maquillage parfait et aux ongles en gel la regarda de haut en bas avec un rictus à peine perceptible de dédain. Danielle connaissait déjà ce regard. Elle l'avait vu 1000 fois sur 1000 visages différents. « Livraison pour Monsieur Tremblay », dit Danielle d'une voix neutre, professionnelle, la voix qu'elle avait perfectionnée pour ne paraître ni trop soumise ni trop fière. Elle tendit l'enveloppe Manila, contenant des documents légaux portant le sceau urgent en lettres rouges. La secrétaire la prit sans même toucher les doigts de Danielle, comme si le contact pouvait lui transmettre la pauvreté. « Attendez ici », ordonna la femme avant de disparaître par un couloir latéral. Danielle resta debout près de la réception. Son chariot de livraison maladroitement garé sur le côté, elle pouvait entendre des voix fortes provenant d'un bureau voisin. L'une des voix était clairement agacée, frustrée, presque au bord de la panique. C'était une voix masculine qui parlait dans un français haché, essayant de communiquer avec quelqu'un, puis elle entendit une autre voix, déformée par la connexion d'un haut-parleur, parlant en mandarin rapide et furieux. Danielle comprit chaque mot. L'homme au haut-parleur disait que c'était la dernière fois qu'il tolérait le manque de professionnalisme, que le contrat était annulé, qu'ils allaient poursuivre en justice, pour non-respect des termes convenus. Son instinct fut de l'ignorer. Ce n'était pas son problème. Elle n'était qu'une livreuse, mais quelque chose dans le ton désespéré de l'autre voix la fit hésiter. Puis elle entendit quelque chose qui la glaça. L'homme au haut-parleur mentionna un hôpital pour enfants. Il parla de fonds caritatifs qui dépendaient de ce contrat, d'enfants malades qui avaient besoin de traitement. Danielle pensa à sa mère, aux heures interminables à la salle de dialyse, aux factures médicales qui arrivèrent chaque mois comme des condamnations à mort. Elle pensa à tous les enfants qui attendaient dans les salles d'hôpital, avec les mêmes cernes qu'elle. Sans trop réfléchir, sans se laisser le temps de regretter, Danielle se dirigea vers le bureau d'où provenaient les voix. La porte était entr'ouverte. Du seuil, elle vit un homme d'une 40aine d'années, aux cheveux foncés avec des tempes grisonnantes, un costume qui coûtait probablement plus cher que sa moto, se tenant la tête à 2 mains en regardant un téléphone en mode haut-parleur sur son bureau. La voix continuait de crier en mandarin, et Danielle comprit qu'il lui donnait un ultimatum de 60 secondes avant de raccrocher définitivement. « Excusez-moi », dit Danielle d'une voix tremblante, consciente qu'elle franchissait une ligne invisible, mais inéluctable. L'homme leva brusquement les yeux et pendant une seconde parut furieux de l'interruption, mais il y avait quelque chose dans son regard que Danielle reconnut. C'était le même regard qu'elle avait vu dans le miroir après chaque quart à l'hôpital avec sa mère, après chaque facture qu'elle ne pouvait pas payer. C'était le regard de quelqu'un de complètement perdu. « Je peux aider », dit Danielle. « Je parle mandarin. » Et avant que l'homme ne puisse répondre, avant que son cerveau ne puisse traiter l'improbabilité absolue de la situation, Danielle prit le téléphone et commença à parler un mandarin fluide, parfait, sans accent détectable. Les mots jaillirent de sa bouche, comme une rivière qui avait été endiguée trop longtemps. Elle se présenta comme assistante temporaire de M. Tremblay. Elle s'excusa abondamment pour la confusion de communication. Elle expliqua qu'il y avait eu un malentendu technique avec les traducteurs précédents. Sa voix était douce mais ferme, respectueuse, mais non servile. Elle utilisa les formes de politesse appropriées, les expressions idiomatiques correctes, qui dénotaient éducation et respect pour la culture de l'interlocuteur. Progressivement, elle sentit la tension de l'autre côté de la ligne commencer à diminuer. Robert Tremblay la regardait comme s'il était témoin d'un miracle. Sa bouche était légèrement ouverte, ses yeux verts fixés sur cette livreuse en uniforme orange qui, tout à coup, avait sauvé ce qui semblait être une catastrophe financière inévitable. Danielle continua de parler, prenant des notes rapides sur le bloc-notes du bureau, clarifiant les termes du contrat, proposant une nouvelle date pour la vidéoconférence de révision finale. Elle parla pendant 15 minutes d'affilée, et quand elle raccrocha finalement le téléphone, le silence dans le bureau était assourdissant. Robert respira profondément, comme quelqu'un qui vient de sortir de l'eau après avoir failli se noyer. « Qui êtes-vous » demanda-t-il finalement, sa voix à peine un murmure. Et Danielle, soudain consciente de ce qu'elle venait de faire, de la ligne qu'elle avait franchie,
sentit ses joues rougir. « Je suis Daniel Dubois. Je venais livrer des documents. J'ai juste entendu que vous aviez besoin d'aide, et je parle mandarin. Alors j'ai pensé. » Sa voix s'éteignit. Soudain, elle se sentit ridicule, petite, complètement déplacée. Mais avant que Robert ne puisse répondre, la porte du bureau s'ouvrit brusquement. Marcella Bouchard, l'assistante exécutive, entra avec une expression d'horreur et de fureur. « Que fait cette femme ici ?» demanda-t-elle avec exigence. « Robert, c'est complètement inapproprié. C'est une conversation d'affaires confidentielle, et vous avez permis à une simple livreuse d'écouter des informations sensibles. » Sa voix était coupante comme un couteau, et Daniel sentit qu'elle se recroquevillait instinctivement. « Elle vient de sauver un contrat de 200 millions de dollars que vous n'avez pas pu résoudre, » répondit Robert. Et il y avait un ton nouveau dans sa voix. Marcella le regarda comme s'il avait perdu la raison. « C'est impossible. Cette femme ne peut rien avoir fait d'important. Elle ne comprend probablement même pas de quoi il s'agit. » Et puis elle se tourna vers Daniel avec un sourire cruel. « Dites-moi, ma chère, avez-vous étudié dans une université prestigieuse? Avez-vous un diplôme en relations internationales ou en finance ?» La façon dont Marcella dit « ma chère » donna à Daniel l'envie de disparaître. C'était le ton que l'on utilise pour un petit enfant qui a fait quelque chose d'adorablement stupide. « Non », répondit Daniel à voix basse. « Je n'ai pas terminé l'université. J'ai travaillé comme livreuse. » Et dans ces mots, dans cet aveu, elle sentit le poids de chaque rêve qu'elle avait dû abandonner, de chaque opportunité qu'elle n'avait jamais eue. Marcella rit, un son aigu et faux. « Exactement, Robert, c'est ridicule. Vous ne pouvez pas faire confiance à quelqu'un sans référence pour gérer des négociations de cette envergure. J'ai organisé des réunions avec des traducteurs professionnels d'agences reconnues. Donnez-moi jusqu'à demain et nous aurons quelqu'un d'approprié, quelqu'un avec les qualifications nécessaires. » Son accent sur le mot « approprié » fut comme une gifle. Mais Robert n'écoutait pas. Il regardait les notes que Daniel avait griffonnées sur le bloc. Des lignes en mandarin entremêlées de traductions en français. Des termes techniques qu'elle avait traduits avec une précision étonnante. « Combien de langues parlez-vous » demanda-t-il soudainement. Daniel le regarda confuse. « 6 » répondit-elle. « Anglais, français, mandarin, allemand, italien et coréen. Je les ai appris seul. Je n'ai pas de certificat ni rien de formel. Je les ai juste parlé pendant des années avec différentes personnes. » Le visage de Marcella était devenu rouge. « Ça ne signifie rien. N'importe qui peut dire qu'il parle des langues. Elle ne connaît probablement que quelques phrases de base. Robert, si vous faites confiance à cette femme et que quelque chose tourne mal, ce sera votre responsabilité. Le conseil d'administration ne sera pas content d'apprendre que vous avez mis un contrat de plusieurs millions entre les mains d'une livreuse. » Elle insista sur le dernier mot comme si c'était une maladie contagieuse. Robert resta silencieux pendant un long moment. Daniel pouvait sentir son regard l'évaluant, pesant les options, calculant les risques. Finalement, il parla. « J'ai besoin que vous restiez. Les investisseurs chinois veulent une vidéoconférence demain à 9h du matin pour réviser les termes finaux du contrat. J'ai besoin que vous soyez là comme interprète. Je vous payerai en tant que consultante externe. Tarif standard de l'industrie pour un service d'interprétation simultanée. » Daniel écarquilla les yeux. Elle savait combien les interprètes professionnels facturaient pour ce genre de travail. C'était plus que ce qu'elle gagnait en un mois de livraison. « Vous ne pouvez pas être sérieux, » intervint Marcella. « Robert, c'est un suicide professionnel. Que va penser le conseil quand ils verront une livreuse, sans éducation formelle, représenter l'entreprise dans une négociation internationale? Ils vont penser que vous êtes devenu fou. » Et elle avait raison sur un point. L'image est tout dans ce monde. Et Daniel savait exactement à quoi elle ressemblerait, assise à une table de conférence entourée de dirigeants en costume de designer. « Je me fiche de ce qu'ils pensent », répondit Robert. Et il y avait une nouvelle détermination dans sa voix. « La seule chose qui m'importe est de sauver ce contrat. Et elle est la seule personne à avoir pu communiquer efficacement avec eux au cours des dernières 24 heures. Marcella, préparez les papiers pour embaucher Mademoiselle Dubois comme consultante temporaire. » Puis il se tourna vers Daniel. « Vous devrez être ici demain à 8h30 pour revoir les documents avant l'appel. Pouvez-vous faire cela, Daniel ?» Daniel hocha la tête. Bien que son esprit fût un tourbillon de pensées contradictoires, elle devait appeler son chef chez Livraison Rapide pour lui dire qu'elle ne pourrait pas travailler demain. Elle devait réorganiser l'emploi du temps de sa mère à l'hôpital. Elle devait trouver des vêtements qui n'étaient pas l'uniforme orange, mais surtout, elle devait assimiler le fait que sa vie venait de changer en quelques minutes, et elle ne savait pas si c'était pour le mieux ou pour le désastre absolu. Cette nuit-là, Daniel dormit à peine.
Elle resta éveillée dans son petit appartement d'une chambre, celui qu'elle partageait avec sa mère, repassant dans son esprit tout ce qu'elle savait sur les contrats commerciaux internationaux. Ce n'était pas grand-chose. Elle avait lu quelques articles en ligne au fil des ans. Elle avait écouté des conversations quand elle travaillait dans ces maisons de famille aisées, mais elle n'avait jamais été directement impliquée dans ce type de négociation. Le doute la rongeait comme un acide. Que se passerait-il si elle commettait une erreur? Que se passerait-il si sa traduction n'était pas suffisamment précise? Que se passerait-il si Marcella avait raison et qu'elle n'était qu'une imposture sans les qualifications nécessaires? Sa mère, Madame Hélène Dubois, la trouva assise à la petite table de la cuisine à 3 heures du matin, entourée de papiers imprimés avec des termes financiers qu'elle avait recherchés sur Internet. « Ma fille, que fais-tu éveillée ?» demanda la femme d'une voix faible. Elle avait 55 ans mais en paraissait 70, le corps détruit par des années de travail acharné et de maladie. Daniel lui expliqua ce qui s'était passé et, à sa surprise, sa mère sourit. « J'ai toujours su que ce don que tu as pour les langues te mènerait quelque part. Depuis que tu étais petite, tu écoutais et apprenais comme personne d'autre. Ne laisse personne te faire te sentir inférieure parce que tu n'as pas un papier qui dit que tu es intelligente. Tu sais ce que tu sais, et c'est ce qui compte. » Mais les mots de sa mère, bien que bien intentionnés, ne purent calmer complètement l'anxiété qui bouillonnait dans son estomac. À 6 heures du matin, Daniel prit une douche et enfila les seuls vêtements semi-formels qu'elle possédait. Une blouse blanche achetée dans une friperie et un pantalon noir un peu trop grand. Elle n'avait pas de maquillage, hormis un rouge à lèvres bon marché, et ses chaussures étaient des baskets car elle ne pouvait pas s'offrir de talons. Elle se regarda dans le miroir brisé de la salle de bain et soupira. Cela devrait suffire. Elle arriva à l'immeuble Tremblay Global à 8h15, les paumes moites et le cœur battant si fort qu'elle pensa que tout le monde pourrait l'entendre. Cette fois, lorsqu'elle passa par le hall, les gardes de sécurité la regardèrent différemment. Quelqu'un les avait informés de sa venue et lui donnèrent un badge de visiteur spécial, sans les regards de dédain de la veille. L'ascenseur la mena de nouveau aux 32 étages, mais cette fois la réceptionniste la salua d'un sourire professionnel qui n'atteignait pas ses yeux. « Monsieur Tremblay vous attend dans la salle de conférence B », informa-t-elle. La salle de conférence B était un espace intimidant avec des murs de verre donnant sur la ville, une table en acajou qui semblait mesurer 3 mètres de long, et des chaises en cuir qui coûtaient probablement plus cher que l'ameublement complet de son appartement. Robert était déjà là, révisant des documents, et à côté de lui se trouvaient 3 autres personnes. Maître Leclerc, notre avocat d'entreprise, et Xavier Fortin, analyste senior. Vous connaissez déjà Marcella. Ils seront avec nous pendant l'appel, mais vous serez chargé de toute l'interprétation. Les investisseurs chinois sont 4 personnes. Monsieur Li, qui est le président du consortium, Madame Chen, directrice financière, Monsieur Wang, conseiller juridique, et Madame Kim, qui gère les relations internationales. Avez-vous des questions? Daniel déglutit. J'ai besoin de revoir les termes du contrat pour m'assurer de pouvoir traduire correctement tout le vocabulaire technique. Je ne veux pas qu'il y ait de malentendus en utilisant des termes incorrects. Sa voix sonnait plus ferme qu'elle ne le ressentait. Robert hocha la tête et lui tendit une copie imprimée du contrat, un document de 53 pages rempli de clauses légales et de projections financières. Marcella souffla bruyamment. « J'espère que vous savez lire les contrats commerciaux », commenta-t-elle avec une douceur venimeuse. Ce n'est pas exactement comme traduire des menus de restaurant. Daniel ignora le commentaire et commença à lire. Ses yeux parcouraient rapidement les pages, son cerveau traitant l'information et cherchant automatiquement les traductions appropriées en mandarin pour chaque terme. Il y avait une clause sur les droits de propriété intellectuelle qui nécessiterait le mot spécifique « shishi »,« kon ». Il y avait des termes sur les fusions et acquisitions qui se traduisaient par « bingo », des sections sur la responsabilité d'entreprise qui nécessitaient un vocabulaire précis pour ne pas donner l'impression que l'entreprise admettait sa culpabilité à l'avance. Daniel prit des notes mentales, créant un glossaire instantané dans sa tête. Pendant qu'elle lisait, elle ne remarqua pas que Robert l'observait avec un mélange de curiosité et d'étonnement. La façon dont elle traitait le document, la vitesse à laquelle ses yeux se déplaçaient, le mouvement occasionnel de ses lèvres quand elle prononçait silencieusement une traduction pour vérifier qu'elle sonnait juste. Il y avait quelque chose de presque surnaturel dans l'intensité de sa concentration. Marcella, d'un autre côté, la regardait avec une irritation croissante, comme si la seule présence de Daniel était une insulte personnelle. À 9 heures précises, le grand écran mural de la salle de conférence s'anima, montrant 4 visages sérieux depuis un bureau à Shanghai. « Monsieur Li,
Un homme d'une soixantaine d'années aux cheveux complètement blancs et au regard perçant parla le premier en mandarin formel. « Bonjour, nous espérons que cette fois la communication sera plus efficace qu'hier. Nous avons perdu patience avec les confusions et les malentendus constants. » Daniel traduisit instantanément, sa voix claire et professionnelle, conservant le ton d'avertissement implicite du message. La réunion commença, et Daniel se plongea dans le travail d'interprétation simultanée, quelque chose qu'elle n'avait jamais fait formellement, mais qu'elle découvrit pouvoir gérer avec une facilité qui la surprit elle-même. Quand Robert expliquait les avantages fiscaux de l'accord, Daniel traduisait non seulement les mots, mais aussi le contexte culturel, ajustant les expressions pour qu'elles aient un sens dans le cadre commercial chinois. Quand Madame Chen posait des questions techniques sur les projections financières du troisième trimestre, Daniel traduisait les réponses de Xavier avec une précision mathématique, sans perdre aucun chiffre ni pourcentage. Mais alors arriva un moment tendu. Monsieur Wang, le conseiller juridique chinois, désigna une clause spécifique à la page 27 du contrat qui le préoccupait. Il parla rapidement et utilisa un vocabulaire juridique spécifique que même de nombreux locuteurs natifs du mandarin trouveraient difficile. Daniel écouta attentivement, traitant non seulement les mots, mais aussi les implications légales derrière eux. Cette clause, traduisait-elle, spécifie que tout litige sera résolu devant des tribunaux internationaux, mais ne clarifie pas quelle loi nationale s'appliquerait en cas d'ambiguïté. Cela représente un risque significatif pour notre consortium, car nous pourrions nous soumettre à une juridiction étrangère sans les protections adéquates. Robert fronça les sourcils. Ce n'était pas un problème qu'il avait anticipé. Il regarda Maître Leclerc, qui commença à expliquer la position juridique de l'entreprise, mais le fit dans un français rempli de termes juridiques alambiqués qui seraient difficiles à traduire de manière à avoir un sens. Daniel écouta attentivement. Puis, au lieu de traduire mot à mot, elle reformula l'explication en mandarin, en utilisant des analogies qui seraient culturellement appropriées pour les investisseurs chinois. Elle expliqua que l'intention de la clause était de protéger les deux parties, non de favoriser l'une par rapport à l'autre, et proposa d'ajouter un paragraphe spécifique clarifiant qu'un panel d'arbitrage international neutre serait utilisé. Faisons un jeu pour ceux qui sont attentifs. Écrivez le mot « contrat » dans les commentaires. Seuls ceux qui sont arrivés jusqu'ici comprendront. Continuons. Monsieur Li hocha lentement la tête, considérant la proposition. Madame Kim intervint alors, parlant des préoccupations culturelles sur la façon dont l'entreprise Tremblay Global gérerait les relations avec la communauté locale en Chine une fois que les opérations commenceraient. Il y avait une subtilité dans sa question, une manière indirecte de demander si l'entreprise respecterait les coutumes chinoises ou tenterait d'imposer des méthodes occidentales. Daniel saisit le sous-texte et traduisit la question d'une manière qui permit à Robert de comprendre la véritable préoccupation derrière les mots diplomatiques. La réunion dura 2h30, et à la fin, Daniel sentait que son cerveau était sur le point de fondre. Elle avait traduit des milliers de mots. Elle avait navigué à travers des dizaines de moments culturellement sensibles, clarifié des malentendus et proposé des solutions lorsque les deux parties semblaient atteindre une impasse. Et quand finalement M. Li dit qu'ils étaient satisfaits des clarifications et qu'ils procéderaient à la signature du contrat, Daniel sentit une vague de soulagement si forte qu'elle pensa que ses jambes pourraient céder. L'écran s'éteignit et, un instant, il y eut un silence absolu dans la pièce. Alors Robert commença à applaudir, et Maître Leclerc et Xavier se joignirent à lui. « C'était extraordinaire », dit Robert avec un sourire authentique. « Non seulement vous avez traduit, mais vous avez aussi aidé à résoudre des problèmes que nous ne savions même pas avoir. Mademoiselle Dubois, vous venez de sauver ce contrat, et, honnêtement, probablement la réputation de toute l'entreprise. » Daniel sentit son visage rougir. Elle ne savait pas quoi dire. Un simple merci sembla inapproprié, mais c'était tout ce qu'elle put articuler. Marcella, qui était restée silencieuse pendant toute la réunion, parla finalement. « Eh bien, je suppose que vous avez eu de la chance cette fois. Mais Robert, je crois toujours que nous devons embaucher des interprètes professionnels avec les références appropriées pour les futures négociations. Nous ne pouvons pas dépendre d'eux. » Sa voix s'éteignit, mais le dédain était indubitable. Robert la regarda avec une expression que Daniel ne put déchiffrer complètement. C'était en partie de l'irritation, en partie autre chose. « Marcella, j'ai besoin de vous parler dans mon bureau maintenant. » Et il partit, laissant Daniel seul avec Maître Leclerc et Xavier. L'avocat lui tapota l'épaule. « Vous avez fait un travail incroyable. Sérieusement, j'ai travaillé avec des interprètes professionnels des meilleures agences et aucun n'aurait géré cette situation avec autant d'habileté. D'où sortez-vous ?
La question était rhétorique, mais Daniel répondit tout de même. Des rues, du besoin de survivre, d'écouter et d'apprendre, parce qu'il n'y avait pas d'autre option. Et dans ces mots, il y avait une vérité si crue que Xavier, le jeune analyste, qui avait probablement grandi avec des privilèges et des opportunités qu'elle n'avait jamais eues, resta silencieux, traitant le poids de ce qu'elle venait d'admettre. Daniel passa le reste de la journée dans l'immeuble. Robert lui demanda de rester pour réviser d'autres documents liés à des contrats internationaux en suspens de l'entreprise. Il y en avait un avec des investisseurs français qui nécessitaient une révision, un autre avec une firme allemande qui voulait établir un partenariat et un troisième avec un groupe italien intéressé par la technologie verte. Daniel travailla dans un petit cubicule qui lui avait été temporairement assigné, traduisant et prenant des notes, son cerveau fonctionnant à toute vitesse. Mais elle n'était pas seule. Elle pouvait sentir des regards. Les employés du 32e étage passaient devant son cubicule et l'observaient avec curiosité, chuchotant entre eux. Qui est-elle? D'où vient-elle? Pourquoi Robert l'a-t-il embauchée? Les rumeurs se répandaient comme un feu de forêt, et Daniel pouvait imaginer les conversations dans les salles de pause, les spéculations sur le fait qu'elle était quelqu'un d'important déguisé, si elle avait des connexions que personne ne connaissait, ou si elle avait simplement eu de la chance une fois. En milieu d'après-midi, Marcella passa devant son cubicule et s'arrêta. Daniel leva les yeux et vit une expression sur le visage de la femme qui lui fit froid dans le dos. Ce n'était pas seulement de l'antipathie, c'était quelque chose de plus sombre, de plus calculé. « Profitez-en tant que ça dure », dit Marcella à voix basse, assez doucement pour que personne d'autre ne puisse l'entendre. « Parce que ça ne va pas durer. » Robert est émotionnel maintenant, reconnaissant parce que vous avez sauvé une situation d'urgence. Mais finalement, il se rendra compte qu'embaucher quelqu'un comme vous était une erreur, quelqu'un sans éducation, sans connexion, sans classe. Vous n'appartenez pas à ce monde, et nous le savons tous. Les mots étaient comme des poignards. Daniel sentit que quelque chose se brisait en elle, non pas parce que les mots étaient faux, mais parce qu'ils résonnaient avec ses propres peurs les plus profondes. Marcella avait raison sur un point. Elle n'appartenait pas à ce monde de tours de verre et de réunions dans des salles de conférence avec des vues panoramiques. C'était une fille des quartiers défavorisés qui avait eu un coup de chance, et la chance finit par s'épuiser. Mais alors elle se souvint de quelque chose que sa mère lui avait dit un jour, après une journée particulièrement difficile, lorsque Daniel avait pleuré parce qu'elle ne pouvait pas payer les frais d'inscription à l'université. Sa mère l'avait serré dans ses bras et lui avait murmuré « La classe ne vient pas de la quantité d'argent que tu as ou de l'école où tu es allé. La classe vient de la façon dont tu traites les gens, de la force avec laquelle tu t'efforces d'être meilleur chaque jour, de ne pas abandonner quand le monde te dit que tu n'es pas assez. » Et à ce moment-là, Daniel décida qu'elle n'allait pas laisser Marcella ou qui que ce soit d'autre la faire se sentir inférieure. Elle leva les yeux et rencontra le regard de Marcella. « Vous avez raison sur un point, » dit Daniel d'une voix calme. « Je ne viens pas de votre monde. Je ne suis pas allé dans des écoles prestigieuses et je n'ai pas de connexions importantes, mais je parle 6 langues que j'ai apprises seul parce que je voulais apprendre. Et aujourd'hui, j'ai sauvé un contrat que vous n'avez pas pu résoudre avec tous vos contacts et vos agences coûteuses. Alors être que le problème n'est pas que je n'appartienne pas ici, être que le problème est que vous êtes menacé par quelqu'un qui peut faire le travail sans avoir besoin des titres qu'il vous a fallu des années pour obtenir. » Le visage de Marcella devint rouge, et un instant, elle parut sur le point d'exploser, mais alors elle sourit, un sourire froid et calculé. Beau discours. Mais les mots ne signifient rien dans ce monde. La seule chose qui compte, ce sont les résultats. Et une hirondelle ne fait pas le printemps. Nous verrons combien de temps vous durez. Et elle partit, ses talons résonnant agressivement sur le sol. Cette nuit-là, quand Daniel rentra finalement dans son appartement, elle était complètement épuisée. Sa mère l'attendait éveillée, inquiète. « Comment ça s'est passé ?» demanda Madame Hélène. Daniel s'effondra sur le canapé usé et lui raconta tout. De la réunion réussie à la confrontation avec Marcella, la sensation de marcher sur un fil tendu entre deux mondes qui ne se touchaient jamais. Sa mère l'écouta en silence, et quand Daniel eut fini, la femme âgée parla d'une voix pleine d'une détermination que Daniel n'attendait pas. « Alors tu vas prouver que tu es innocente. »« Comment ?» demanda Daniel d'une voix brisée. « Je n'ai pas de ressources. Je n'ai pas de connexion. Je ne sais même pas par où commencer. » Sa mère la prit par les épaules et la força à la regarder dans les yeux. « Tu as ton cerveau, tu as ta détermination et tu as la vérité de ton côté. C'est plus que ce que cette femme a. Maintenant, arrête de t'apitoyer sur toi-même et commence à penser qui profite de ton échec, qui avait accès à ton compte, qui en savait assez sur les systèmes de l'entreprise pour planter cette preuve.
Daniel respira profondément. Sa mère avait raison. Pleurer n'allait rien résoudre. Elle devait penser. Elle devait enquêter. Elle devait trouver des preuves qu'elle avait été incriminée. Elle commença à passer en revue mentalement tout ce qu'elle savait sur les systèmes informatiques de l'entreprise. Elle n'était pas experte en technologie, mais elle avait été attentive lorsque Xavier lui expliquait comment fonctionnait le réseau interne. Chaque courriel avait des métadonnées, des adresses IP, des eurodatages. Si quelqu'un avait utilisé son compte sans autorisation, il devait avoir laissé une trace numérique. Mais pour accéder à cette information, elle avait besoin de l'aide de quelqu'un à l'intérieur de l'entreprise, quelqu'un qui avait accès aux journaux du système. Et la seule personne à qui elle pouvait penser qui peut être, seulement peut être, serait prête à l'aider était Xavier. Le jeune analyste avait été aimable avec elle, l'avait traitée comme une égale plutôt que comme une intruse. C'était un risque, mais elle n'avait pas d'autres options. Le lendemain matin, Daniel se leva tôt et se rendit au café situé au rez-de-chaussée de l'immeuble Tremblay Global. Elle savait que Xavier y achetait habituellement son café vers 7h30 avant de monter au bureau. Elle attendit nerveusement, buvant un café bon marché qu'elle ne pouvait pas se permettre, mais dont elle avait besoin comme excuse pour être là. Et puis elle le vit entrer avec son sac à dos d'ordinateur portable et des écouteurs autour du cou. « Xavier » l'appela-t-elle, avant de pouvoir changer d'avis. Il se retourna, surpris de la voir. « Daniel, que faites-vous ici ?» Je pensais que... Sa voix s'éteignit, mal à l'aise. Daniel s'approcha de lui. « J'ai besoin de votre aide. Je sais que vous pensez probablement que je suis coupable de ce dont on m'a accusé, mais je ne le suis pas. Quelqu'un a planté ses courriels dans mon compte, et j'ai besoin d'accéder aux journaux du système pour le prouver. S'il vous plaît, vous êtes la seule personne qui puisse m'aider. » Xavier la regarda longuement, et Daniel put voir le conflit dans ses yeux. L'aider pourrait lui coûter son emploi. « Daniel, c'est un accès non autorisé. Si on me découvre, je serai dans le même pétrin que vous. Je ne peux pas risquer ma carrière. Je suis désolé. » Et il commença à s'éloigner, mais Daniel le suivit. « Vous m'avez vu travailler. Vous savez que ce travail m'importait, que je me suis investi. Pourquoi aurais-je tout jeté par la fenêtre en divulguant des informations? Ça n'a pas de sens. Et savez-vous quoi d'autre? Il n'y a aucun sens à ce que j'ai prétendument accès à des documents de département où je n'ai jamais travaillé. Ces courriels ont été plantés, et celui qui l'a fait a laissé une trace. J'ai juste besoin que quelqu'un regarde les journaux du serveur. » Xavier s'arrêta et se retourna. Son expression avait légèrement changé. Il y avait de la considération maintenant, et quelque chose de plus. Une curiosité professionnelle. Peut-être que vous avez raison sur un point. Il m'a semblé étrange que vous ayez accès à ces fichiers. Le système de permission est assez restrictif. Mais Daniel, même si je voulais vous aider, je n'ai pas l'autorisation d'accéder aux journaux du serveur de messagerie. C'est du ressort du département TI, et il relève directement de Marcella. L'estomac de Daniel se serra. Bien sûr que Marcella avait le contrôle sur le département technologique. Elle avait planifié cela parfaitement. Mais alors Xavier continua, sa voix plus basse maintenant. Cependant, j'ai un ami à la TI. Nous avons obtenu notre diplôme ensemble. Il me doit quelques faveurs. Je ne peux rien vous promettre, mais je peux lui demander s'il remarque quelque chose d'étrange dans les journaux de votre compte. Rien d'officiel, juste une vérification informelle. S'il trouve quelque chose, alors nous pourrions avoir une base pour exiger une enquête formelle. Daniel sentit une étincelle d'espoir. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était quelque chose. Merci Xavier. Sérieusement, vous ne savez pas ce que cela signifie pour moi. Xavier hocha la tête, toujours mal à l'aise. Ne me remerciez pas encore. Et Daniel, s'il s'avère que c'est bien vous qui avez envoyé ces courriels, mon ami le signalera. Je veux juste que ce soit clair. Daniel hocha la tête. Je comprends, mais ce n'était pas moi. Et les journaux le prouveront. Les 2 jours suivants furent les plus longs de la vie de Daniel. Elle retourna à son travail de livreuse, bien que son ancien patron l'ait accueillie avec méfiance après qu'elle ait disparu pendant des semaines pour travailler chez Tremblay Global. On lui donna les routes les plus difficiles, les horaires les plus longs, comme punition pour être partie. Daniel les accepta, sans se plaindre. Elle avait besoin d'argent, et elle devait rester occupée pour ne pas devenir folle, pensant à ce que Xavier pourrait ou non découvrir. Elle livrait des colis sous le soleil brûlant, montait des escaliers dans des immeubles sans ascenseur, conduisait sa moto dans des rues congestionnées, et tout le temps son esprit ne cessait de reproduire la scène dans la salle de réunion. La façon dont Marcella avait souri quand elle avait présenté les fausses preuves. La façon dont les membres du conseil l'avaient regardée comme si elle était des ordures. La façon dont Robert, qui lui avait donné une chance, avait été impuissant à la défendre contre des preuves apparemment concluantes. Au soir du 2e jour, son téléphone sonna.
C'était un numéro qu'elle ne reconnaissait pas. Elle répondit avec prudence. « Daniel, c'est Xavier. J'ai besoin que vous veniez à mon appartement. J'ai des informations. » Sa voix semblait tendue, urgente. Daniel sentit son cœur s'accélérer. « Oui, » répondit Xavier. « Mais je ne peux pas en parler au téléphone. Je vais vous envoyer mon adresse. Venez le plus tôt possible. » Daniel prit un taxi, un luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre, mais que l'urgence justifiait. L'appartement de Xavier se trouvait dans un immeuble moderne, d'un quartier de classe moyenne supérieure, le genre d'endroit où vivaient de jeunes professionnels bien rémunérés. Quand Daniel arriva, Xavier l'attendait dans le hall. Il avait l'air nerveux, regardant constamment par-dessus son épaule, comme s'il s'attendait à être suivi. Ils montèrent en silence à son appartement au 7e étage. Une fois à l'intérieur, Xavier verrouilla la porte et ferma les rideaux des fenêtres. Assis devant son ordinateur portable, il y avait un autre jeune homme avec d'épaisses lunettes et un sweat à capuche. « C'est Mathieu », dit Xavier. « Il travaille au département TI de Tremblay Global. Mathieu, racontez-lui ce que vous avez trouvé. » Le jeune homme ajusta ses lunettes et regarda Daniel avec une expression qui était en partie curiosité, en partie compassion. « J'ai examiné les journaux du serveur de messagerie de votre compte, » commença Mathieu, « et j'ai trouvé plusieurs anomalies importantes. Premièrement, les courriels que vous êtes censés avoir envoyés avec des informations confidentielles ont tous été envoyés depuis une adresse IP qui ne correspond à aucun des appareils que vous avez utilisés lorsque vous travailliez dans l'entreprise. Deuxièmement, les courriels ont été envoyés à des heures où vous n'étiez pas dans l'immeuble. Nous avons des journaux d'accès qui montrent exactement quand vous entriez et sortiez. Et ces courriels ont été envoyés à 3 heures du matin, à des dates où vous n'aviez même pas de titre d'accès actif. » Daniel sentit qu'elle pouvait respirer pour la première fois depuis des jours. « Alors, vous pouvez prouver que ce n'était pas moi ?» Mathieu hocha la tête. Mais son expression restait sérieuse. « Il y a plus. L'adresse IP d'où ces courriels ont été envoyés appartient à un ordinateur dans l'immeuble, spécifiquement à un ordinateur enregistré sous le nom de Marcella Bouchard. Elle a utilisé son propre ordinateur pour accéder à votre compte et envoyer ses courriels, pensant probablement que personne ne vérifierait les journaux aussi méticuleusement. » Xavier intervint. Mathieu a aussi trouvé autre chose. Les fichiers attachés à ces courriels, les documents confidentiels, ont tous des métadonnées qui montrent qui les a téléchargés initialement du serveur interne. Et devinez qui c'était. « Marcella », murmura Daniel. « Exactement », confirma Mathieu. Elle a téléchargé des documents de plusieurs départements en utilisant ses propres identifiants d'administratrice. Puis, elle a utilisé votre compte compromis pour les envoyer à des adresses électroniques externes, qu'elle contrôle probablement aussi. C'est un cas classique de sabotage interne. « Mais pourquoi ferait-elle quelque chose d'aussi risqué ?» demanda Daniel. « Si elle est découverte, elle perdrait aussi son emploi. » Xavier et Mathieu échangèrent des regards. « C'est là que les choses deviennent plus intéressantes, » dit Xavier. Mathieu a fait un peu plus de recherches. Rien d'illégal. Il a juste cherché des informations publiques. Il s'avère que Marcella a été en pourparlers avec Venture Global, l'un des principaux concurrents de Tremblay Global. Il y a des registres publics de réunions, des photographies lors d'événements corporatifs. Notre théorie est qu'elle prévoyait de détruire votre réputation et de créer le chaos dans l'entreprise pour ensuite offrir ses services à la concurrence, emportant avec elle des informations précieuses. Daniel traita cette information. Tout avait un sens. Maintenant, Marcella avait vu Daniel comme une menace, quelqu'un que Robert commençait à apprécier et qui pourrait potentiellement exposer les inefficacités de Marcella. Elle décida donc d'éliminer Daniel tout en volant simultanément des informations pour son nouvel employeur. C'était un plan calculé et malveillant. « Nous devons porter cela à Robert », dit Daniel. Mathieu secoua rapidement la tête. « Pas si simple. Si nous révélons que j'ai accédé à ces journaux sans autorisation officielle, je peux être renvoyé ou même faire face à des poursuites judiciaires. Nous devons trouver un moyen de faire éclater cette information par les canaux appropriés. Danda, Youssoufenta, Danda, 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 Isso, Danda, 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 Enda, Danda, Danda, Danda. Xavier s'inclina sur sa chaise, pensif. Et si Daniel demandait formellement une enquête interne, elle a le droit de se défendre contre les accusations. Si elle dépose une plainte officielle, le département des ressources humaines est obligé de mener un audit complet, y compris la révision des journaux du système. Et une fois qu'ils commenceront à chercher, ils trouveront exactement ce que Mathieu a trouvé. Mathieu considéra cela. « Cela pourrait fonctionner,
Mais Marcella a de l'influence aux ressources humaines. Elle pourrait aussi bloquer ou retarder l'enquête, à moins que nous ne portions cela directement au conseil d'administration, dit Daniel. Soudain, son esprit travaillait vite maintenant, connectant les pièces. Monsieur Ernest Lévesque, le président du conseil, semblait sincèrement préoccupé par la sécurité de l'entreprise. Si je lui présente des preuves préliminaires suggérant que la véritable menace interne est Marcella, il ne peut pas l'ignorer. C'est sa responsabilité d'enquêter. Xavier hocha lentement la tête. Mais vous avez besoin d'accéder à lui, et après ce qui s'est passé, je doute qu'il accepte de vous rencontrer. Alors j'irai chez lui, dit Daniel avec une détermination qui l'a surpris elle-même. Information publique. Les adresses des dirigeants sont dans les registres corporatifs archivés. J'irai, je frapperai à sa porte et je ferai en sorte qu'il m'écoute. Mathieu la regarda avec un respect renouvelé. Vous êtes plus courageuse que je ne le pensais, mais il vous faudra de la documentation. Je ne peux pas vous donner les journaux directement car cela m'incriminerait, mais je peux créer un rapport anonyme qui résume les conclusions sans révéler exactement comment elles ont été obtenues. Ce sera suffisant pour justifier une enquête officielle. Cette nuit-là, Daniel dormit à peine. Mathieu lui envoya le rapport anonyme via un service de messagerie chiffrée. C'était un document de 7 pages qui détaillait les incohérences dans les adresses IP, les divergences de temps et les connexions publiques entre Marcella et Venture Global. Ce n'était pas une preuve légale définitive, mais c'était suffisant pour semer un doute raisonnable et exiger une enquête plus approfondie. Le lendemain matin, Daniel s'habilla avec la même blouse blanche et le même pantalon noir qu'elle avait porté pour sa première réunion chez Tremblay Global. Elle se regarda dans le miroir et vit quelqu'un de différent de la fille qui était entrée dans cet immeuble des semaines auparavant. Il y avait un durcissement dans ses yeux, une détermination forgée dans l'humiliation et l'injustice. Elle n'allait pas abandonner, elle n'allait pas laisser Marcella gagner. La maison de Monsieur Lévesque se trouvait dans un quartier exclusif, un manoir de 2 étages, avec des jardins parfaitement entretenus et une fontaine devant. Daniel se sentit déplacé en marchant dans cette rue où chaque maison valait probablement des millions de dollars, mais elle respira profondément et sonna à la porte. Une employée de maison ouvrit la porte et la regarda avec suspicion. « J'ai besoin de parler à Monsieur Lévesque », dit Daniel. « C'est urgent, et cela concerne Tremblay Global. » L'employé fronça les sourcils. Il ne reçoit pas de visite sans rendez-vous, mais Daniel ne bougea pas. « S'il vous plaît, dites-lui que Daniel Dubois est ici et que j'ai des preuves que l'entreprise est en réel danger à cause d'une menace interne. Dites-lui que s'il ne m'écoute pas maintenant, il le regrettera quand Venture Global utilisera nos informations confidentielles contre nous. » Il y eut un long moment d'attente. Finalement, l'employé revint et, avec une expression de désapprobation, indiqua à Daniel d'entrer. Monsieur Lévesque l'attendait dans son bureau, une pièce tapissée de livres avec un ancien bureau en acajou. L'homme la regarda avec un mélange de surprise et d'agacement. « Mademoiselle Dubois, vous avez beaucoup de courage de vous présenter ici après ce qui s'est passé. Il vaut mieux que ce soit important. » Daniel s'assit sur la chaise qu'il lui offrit et déposa le rapport imprimé sur le bureau. « Saleste, j'ai été incriminé et j'ai des preuves. » Monsieur Lévesque lut le rapport en silence. Daniel observa son visage pendant qu'il traitait l'information. Ses sourcils se fronçaient de plus en plus. Son expression passa du scepticisme à une véritable préoccupation. « C'est très sérieux, » dit-il finalement. « Si c'est vrai, cela signifie que nous avons fait confiance à quelqu'un qui nous trahit activement. Mais ce rapport est anonyme. Il n'a pas de signature, pas de chose officielle. Comment savoir que ce n'est pas quelque chose que vous avez fabriqué pour blanchir votre nom ? Parce que vous pouvez le vérifier vous-même, répondit Daniel. Ordonnez un audit médico-légal complet des systèmes de courriel. Engagez une entreprise de cybersécurité externe si vous ne faites pas confiance à votre propre département TI. Les journaux ne mentent pas. Les adresses IP, les horodatages, les métadonnées des fichiers, tout est là. Et si l'on découvre que je me suis trompé, j'accepte toutes les conséquences légales. Mais si l'on découvre que j'ai raison, Marcella n'a pas seulement détruit ma réputation. Elle est en train de détruire toute l'entreprise. Monsieur Lévesque s'adossa à sa chaise en cuir, les doigts entrelacés sous son menton. Pourquoi devrais-je vous croire? Je ne vous connaissais pas il y a un mois. Marcella est dans l'entreprise depuis des années. Elle a un dossier impeccable. C'est précisément pour cela qu'elle est la traîtresse parfaite, répondit Daniel. Personne ne la soupçonne. Elle a accès à tout. Elle a la confiance de tous. Et elle a probablement planifié cela depuis longtemps, attendant le moment parfait pour passer à la concurrence avec des informations précieuses. L'homme âgé l'étudia longuement. Finalement, il parla. « Je vais ordonner l'audit,
mais ce sera entièrement confidentiel. Seul moi et la firme de sécurité externe auront accès aux résultats initiaux. Si l'audit prouve que vos accusations sont fausses, non seulement vous perdrez toute possibilité de retravailler dans cette industrie, mais vous ferez face à des poursuites pour diffamation. Comprenez-vous cela? Daniel hocha la tête. Je le comprends et je l'accepte parce que je connais la vérité. Les 5 jours suivants furent une torture. Daniel retourna à sa routine de livraison, se demandant chaque jour si l'audit révélerait ce que Mathieu avait trouvé ou si Marcella avait d'une manière ou d'une autre suffisamment bien couvert ses traces. Xavier lui envoyait des messages occasionnels demandant s'il y avait des nouvelles, mais Daniel n'avait rien à rapporter. Le silence était assourdissant. Et puis, dans l'après-midi du 5e jour, elle reçut un appel. C'était la secrétaire personnelle de M. Lévesque. Le conseil d'administration sollicite votre présence demain à 10 heures du matin dans la salle de réunion. Votre présence est obligatoire. La voix était neutre, sans donner d'indice sur ce qu'ils avaient découvert. Daniel dormit à peine cette nuit-là, son esprit oscillant entre espoir et terreur. Quand elle arriva à l'immeuble Tremblay Global le lendemain matin, elle remarqua quelque chose d'étrange. Il y avait 2 gardes de sécurité supplémentaires dans le hall, et une atmosphère de tension imprégnait l'air. Les employés marchaient vite, chuchotaient en petits groupes. Ils regardaient nerveusement vers les ascenseurs. Quelque chose s'était passé. Daniel monta au dernier étage, son cœur battant si fort qu'elle pensa que tout le monde pourrait l'entendre. La salle de réunion était pleine. Monsieur Lévesque présidait depuis le bout de la table. Robert était là, l'air épuisé mais plein d'espoir. Maître Leclerc et d'autres membres du conseil d'administration occupaient leur place habituelle. Et dans un coin se trouvaient 2 personnes que Daniel ne reconnaissait pas, un homme et une femme en costume sombre et aux expressions sévères qui criaient « avocat » ou « enquêteur ». Ce qui manquait, c'était Marcella. « Mademoiselle Dubois », commença M. Lévesque, et son ton était complètement différent de leur dernière rencontre. « Nous vous devons des excuses. L'audit de cybersécurité que nous avons ordonné a confirmé chacune des allégations figurant dans le rapport que vous nous avez apporté. Les courriels ont bien été envoyés depuis l'ordinateur de Marcella Bouchard en utilisant des identifiants d'accès qu'elle a obtenus illégalement. De plus, l'enquête a révélé quelque chose que nous n'attendions pas. Elle avait exfiltré des informations confidentielles de l'entreprise au cours des 6 derniers mois, bien avant que vous ne commenciez à travailler ici. Robert se leva, et Daniel put voir une émotion sincère sur son visage. « Daniel, non seulement vous êtes innocente, mais vous nous avez sauvés d'une menace dont nous ignorions même l'existence. Si vous n'aviez pas eu le courage de venir et d'exiger une enquête, Marcella aurait continué à voler des informations, jusqu'à ce qu'elle décide de partir chez la concurrence, détruisant probablement des contrats et des relations que nous avons mis des années à construire. Monsieur Vargas, le membre du conseil qui avait été si prompt à la condamner, s'éclaircit la gorge. Mademoiselle Dubois, au nom du conseil, nous vous présentons nos plus sincères excuses pour avoir douté de vous. Nous avons agi précipitamment en nous basant sur des preuves qui semblaient concluantes, mais que nous n'avons pas vérifiées adéquatement. Ce fut une grave erreur de jugement. « Où est Marcella maintenant ?» demanda Daniel. Sa voix était plus ferme qu'elle ne l'espérait. L'un des enquêteurs répondit « Elle a été arrêtée tôt ce matin. Elle fait face à des accusations de vol de secrets corporatifs, de fraude informatique et de conspiration pour nuire à l'entreprise. Les preuves contre elle sont accablantes. De plus, nous avons informé Venture Global de son implication, et ils ont mis fin à toutes les conversations avec elle. Sa carrière dans cette industrie est terminée. » Daniel hocha la tête, une vague de soulagement si intense qu'elle en fut presque étourdie. « Justice. Enfin la justice. » Mais M. Lévesque n'avait pas terminé. « Mademoiselle Dubois, le conseil d'administration a longuement discuté de votre situation. Nous reconnaissons que non seulement nous vous avons traité injustement, mais que nous avons perdu quelqu'un doté de compétences exceptionnelles en raison de notre propre négligence. Par conséquent, nous voudrions vous offrir quelque chose. » Il fit une pause, s'assurant d'avoir toute son attention. « Nous voulons vous offrir le poste de directrice des relations internationales. C'est un poste de direction avec un salaire correspondant, des avantages sociaux complets et l'autorité de construire votre propre équipe. Le poste que Marcella occupait, mais avec une portée plus large, qui reconnaît vos compétences linguistiques uniques. » Daniel resta sans voix. Directrice, un poste exécutif. C'était plus que ce qu'elle avait rêvé, même dans ses fantasmes les plus ambitieux. « Je n'ai pas de diplôme universitaire », réussit-elle à dire. « Je n'ai pas les qualifications traditionnelles. » Monsieur Lévesque sourit, et c'était un sourire sincère. « Mademoiselle Dubois, vous venez de démontrer quelque chose qu'aucun diplôme ne peut enseigner. Vous avez démontré de l'intégrité, du courage,
et la capacité de résoudre des problèmes complexes sous une pression immense. Cela vaut plus que n'importe quel diplôme. Et de plus, une partie de votre package de rémunération inclura un soutien pour que vous complétiez votre éducation formelle si vous le souhaitez. L'entreprise payera pour tout programme universitaire ou certification professionnelle que vous voudrez obtenir. Robert s'approcha d'elle. « Daniel, s'il vous plaît, acceptez. Nous avons besoin de gens comme vous. Des gens qui se soucient vraiment de faire le bon travail, pas seulement des apparences. Des gens qui n'abandonnent pas quand le monde leur dit qu'ils n'appartiennent pas. » Daniel sentit des larmes lui brûler les yeux, mais cette fois c'étaient des larmes de joie, pas de douleur. Elle pensa à sa mère, aux nuits blanches à la soigner, aux factures médicales qui s'accumulaient. Elle pensa à toutes ces années à travailler plusieurs emplois, à apprendre des langues seules, parce qu'il n'y avait pas d'autre option. Elle pensa à chaque fois que quelqu'un l'avait fait, se sentir inférieur pour ne pas avoir les bonnes qualifications ou les bonnes connexions. « J'accepte », dit-elle finalement, sa voix claire et forte. « Mais j'ai une condition. Je veux que le département des ressources humaines révise ses politiques d'embauche. Je veux que l'entreprise crée des programmes de bourse et d'opportunités pour les personnes talentueuses qui n'ont pas accès à l'éducation traditionnelle. Je veux que d'autres comme moi aient une réelle opportunité, pas seulement de belles paroles sur la diversité et l'inclusion. » Monsieur l'évêque hocha la tête. « Fait. Vous pouvez diriger ce programme vous-même, si vous le souhaitez. Cela fera partie de votre portefeuille en tant que directrice. » Les jours suivants furent un tourbillon de changements. Daniel signa des contrats, rencontra le département des ressources humaines, commença à bâtir son équipe. Xavier accepta immédiatement son offre de rejoindre son département en tant qu'analyste senior. Même Mathieu, après quelques conversations délicates sur la manière de protéger son rôle dans la découverte de la vérité, reçut une reconnaissance officielle et un bonus substantiel pour son travail, bien que publiquement la découverte fût attribuée à l'audit externe pour le protéger des représailles. Daniel emménagea avec sa mère dans un appartement plus grand dans un meilleur quartier, près d'un excellent hôpital où Madame Hélène pourrait recevoir le meilleur traitement pour son état rénal. Elle embaucha une infirmière à temps partiel pour aider aux soins. Elle acheta des vêtements professionnels appropriés, bien qu'elle n'oubliât jamais d'où elle venait, et de nombreux jours, elle préférait toujours la simplicité d'une blouse blanche et d'un pantalon noir au costume de designer qu'elle pouvait maintenant se permettre. 3 mois plus tard, Daniel était dans son bureau, une pièce spacieuse avec vue sur la ville, examinant des propositions pour étendre les opérations de l'entreprise sur les marchés asiatiques et européens. Son équipe avait grandi pour atteindre 12 personnes, un mélange de professionnels expérimentés et de jeunes talents qu'elle avait découverts dans des endroits inattendus, des gens brillants qui n'avaient besoin que d'une opportunité. Robert entra sans frapper, quelque chose qu'il faisait maintenant régulièrement, car ils avaient développé une relation de travail étroite basée sur le respect mutuel. « J'ai des nouvelles », dit-il avec un sourire. « Le contrat chinois que vous avez sauvé. Les investisseurs sont tellement impressionnés par notre travail qu'ils veulent tripler leur investissement et ont spécifiquement demandé que vous gériez toutes les négociations futures. Ils ont dit n'avoir jamais travaillé avec quelqu'un qui comprenne aussi profondément à la fois la langue et le contexte culturel. » Daniel sourit. « Je programmerai une vidéoconférence pour la semaine prochaine. Et Robert, ce programme de bourse que j'ai proposé. Nous avons déjà les 20 premières candidatures de jeunes talents issus de quartiers défavorisés. Certains parlent 3-4 langues qu'ils ont apprises seuls. D'autres ont des compétences en programmation ou en analyse qu'ils ont développées par nécessité. Tous sont brillants et tous méritent une opportunité. » Robert hocha la tête. « Nous examinerons chaque candidature personnellement. » Et puis il ajouta quelque chose de plus doux. « Vous savez, parfois je pense à ce qui se serait passé si ce jour-là vous n'aviez pas écouté mon appel avec les investisseurs chinois. Si vous aviez simplement livré le colis et étiez parti, nous aurions perdu le contrat, c'est sûr. Mais plus que cela, nous aurions perdu l'opportunité de vous connaître, d'apprendre de vous, de faire les choses mieux. Nakstan Fardansei, Visixisius Fang, Bye, and the Grow. » Daniel regarda par la fenêtre la ville qui s'étendait en contrebas, les mêmes rues qu'elle parcourait autrefois sur sa moto de livraison, transportant des colis d'un endroit à l'autre. La vue était différente du 32 étages, mais elle n'oublierait jamais comment elle était vue d'en bas. Cette perspective, ce souvenir de lutte et d'humilité, était ce qui la maintenait centrée, ce qui la rendait meilleure dans son travail. Il ne s'agissait pas seulement de langues ou de contrats de plusieurs millions. Il s'agissait de comprendre que derrière chaque affaire, il y avait des personnes, et ces personnes méritaient le respect, quel que soit l'étage de l'immeuble d'où elles venaient. Et ainsi, la livreuse,
autrefois invisible pour le monde des affaires, devint l'une des dirigeantes les plus précieuses de l'entreprise, non pas parce qu'elle oubliait d'où elle venait, mais précisément parce qu'elle ne l'oublia jamais. Son histoire devint une légende au sein de Tremblay Global, un rappel que le talent peut être trouvé dans les endroits les plus inattendus et que la vraie valeur d'une personne ne se mesure pas en diplômes universitaires ou en connexions familiales, mais en sa détermination, son intégrité et sa volonté de se relever chaque fois que le monde essaye de l'abattre. Daniel Dubois était venu livrer un colis et finit par livrer quelque chose de bien plus précieux. Une leçon de courage, de justice et du pouvoir transformateur de donner aux gens l'opportunité qu'ils méritent. MB.